Alors, je continue Barjavel, la nuit des temps. Donc, page 175 de cette édition-là, Pocket. Comme ils en avaient pris l'engagement, les savants de l'EPI avaient communiqué à tout ce qui, dans toutes les nations du monde, était capable de savoir et de comprendre tout ce qu'ils savaient eux-mêmes et tout ce qu'ils espéraient savoir. La langue Gonda était déjà à l'étude dans de nombreuses universités et l'humanité entière savait qu'elle était à la veille d'un bouleversement extraordinaire. Un homme endormi et qu'on allait réveiller allait expliquer l'équation de Zoran qui permettrait de puiser au sein de l'énergie universelle de quoi vêtir ceux qui étaient nus et nourrir ceux qui avaient faim. Plus de conflits atroces pour les matières premières, plus de guerre du pétrole, plus de batailles pour les plaines fertiles. Le tout allait donner tout grâce à l'équation de Zoran. Un homme qui dormait allait s'éveiller et indiquer ce qu'il fallait faire pour que la misère et la faim et la plaine des hommes disparaissent à tout jamais. C'était pour demain. La salle opératoire était reconstituée. Les derniers appareils venaient d'arriver, en remplacement de ceux qui avaient été détruits. L'équipe des techniciens s'affairait à les mettre en place et à les connecter. La deuxième opération allait pouvoir commencer. La tempête s'était apaisée. Le vent soufflait encore, mais à ces latitudes, il souffle toujours. Et quand il ne dépasse pas 150 km/h, c'est une brise amicale. C'était le milieu de la nuit. Le ciel était sans nuages, couleur bleu ardoise. Le soleil rouge rampait sur l'horizon. D'énormes étoiles, aiguisées par le vent, piquaient le ciel. Deux hommes qui avaient travaillé tard dans la sphère sortirent de l'ascenseur. C'étaient Briveau et son assistant. Ils étaient exténués. Ils avaient hâte d'aller s'étendre et dormir. Ils étaient les derniers à remonter. Il n'y avait plus personne en bas. Briveau ferma la porte de l'ascenseur à clé. Ils sortirent du bâtiment au mur de neige et s'enfoncèrent dans le vent en jurant. Dans le bâtiment vide et noir, une tache ronde de lumière s'alluma. Derrière la pile de caisses d'où l'on avait sorti les derniers appareils arrivés, un homme accroupi se redressa en claquant des dents. Dans sa main, la torche électrique tremblait. Il se tenait là depuis plus d'une heure, guettant la remontée des derniers techniciens. Et malgré sa tenue polaire, il était mordu par le froid jusqu'aux os. Il vint à l'ascenseur, sortit d'une poche un trousseau de clés plates et commença à les essayer une à une. Ça n'allait pas, il tremblait trop. Il ôta ses gants, souffla sur ses doigts gourds, se battit le torse avec les bras, fit quelques sauts sur place. Le sang recommençait à circuler. Il reprit ses essais. Ce fut enfin la bonne clé. Il entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton de descente. À l'infirmerie, Simon regardait Eléa dormir. Il ne la quittait plus. Dès qu'il s'éloignait, elle le réclamait. À l'indifférence glaciale dans laquelle elle s'était installée, s'ajoutait lorsqu'il n'était pas là une anxiété physique dont elle réclamait d'être immédiatement délivrée. Il était là, elle pouvait dormir. L'infirmière de garde dormait aussi sur un des deux lits pliants. D'une lampe bleue, au-dessus de la porte, venait une lumière très douce. Dans cette presque nuit à peine lumineuse, Simon regardait Eléa dormir. Ses bras reposaient, détendus sur la couverture. Elle avait fini par accepter de revêtir un pyjama de flanelle. Très laid, mais confortable. Sa respiration était calme et lente, son visage grave. Simon se pencha, approcha ses lèvres de la longue main aux longs doigts, presque à la toucher, n'alla pas plus loin, se redressa. Puis il gagna le lit vacant, s'y étendit, tira sur lui une couverture, soupira de bonheur et s'endormit. L'homme était entré dans la salle de réanimation. Il alla droit vers un petit placard métallique et l'ouvrit. Sur une étagère se trouvaient des dossiers. Il les feuilleta, détachant au passage quelques pages qu'il photographia avec un appareil qu'il portait à l'épaule, et remit en place. Puis il se dirigea vers le récepteur de la télé de surveillance. Son écran montrait en permanence l'intérieur de l'œuf. La nouvelle caméra sensible aux infrarouges éliminait la brume. Il vit très clairement l'homme dans son bloc d'hélium presque intact et le socle qui avait soutenu Eléa. Le côté du socle était toujours ouvert et sur les étagères reposaient encore quelques objets qu'Eléa n'avait pas réclamés. L'homme actionna les boutons de télécommande de la caméra. Il obtint le socle ouvert en plein cadre, actionna le zoom et reconnut enfin en gros plan ce qu'il cherchait, l'arme. Il sourit de satisfaction et se disposa à descendre dans l'œuf. Il savait qu'il y régnait un froid dangereux. Il n'avait pas pu se procurer de combinaison astronautique. Il devrait faire très vite. Il sortit de la salle opératoire,
Autour de lui, l'intérieur de la sphère, faiblement éclairé par quelques ampoules, ressemblait au squelette d'un oiseau géant surréaliste à demi noyé dans la nuit de l'inconscient. Pour chasser l'envoûtement du silence total, l'homme, volontairement, toussa. Le bruit de sa toux emplit la sphère comme un flash, se déchira au feston des poutres et des arcs-boutants, se heurta à la coque et revint vers lui en milliers de morceaux de bruit brisés, aigus, agressifs. Il enfonça brusquement son bonnet sur ses oreilles, s'enveloppa le cou dans une grosse écharpe, et mit ses gants fourrés en descendant l'escalier d'or. Un dispositif électrique permettait de soulever la porte de l'œuf. Il pressa sur le bouton. La porte se leva comme une coquille. Il se glissa à l'intérieur, la porte déjà se fermait sur lui. Il fut surpris par la brume que la caméra infrarouge ne lui avait pas montrée. Elle était teintée d'un bleu irréel par la lumière qui montait du moteur immobile à travers le sol transparent et la couche de neige pulvérulente et bleue. Torche au poing, précédé par un cercle de lumière blanche opaque, il descendit avec précaution l'escalier. Il sentit, à mesure qu'il descendait, le froid atroce, lui mordre les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le ventre, la poitrine, la gorge, le crâne. Il fallait faire vite, vite. Son pied droit atteignit le sol sous la neige, puis l'autre. Il fit un pas vers la gauche et inspira pour la première fois. Ses poumons gelèrent en bloc, transformés en pierre. Il voulut crier, ouvrit la bouche, sa langue se gela, ses dents éclatèrent, l'intérieur de ses yeux se dilata et devint solide, poussant les iris au dehors comme des champignons. Il eut encore le temps, avant de mourir, de sentir le poing du froid, lui broyer les testicules et sa cervelle gelée. Sa torche s'éteignit. Tout redevint silence. Il tomba en avant, dans la neige bleue. En touchant le sol, son nez se brisa. La poussière de neige, un instant soulevée en un léger nuage lumineux, retomba et le recouvrit. Au matin, le caméraman qui s'approchait en bâillant du récepteur de la salle opératoire s'étonna de trouver sur l'écran, au lieu du plan général de l'œuf, un gros plan de larmes. « Il y a un enfant de salaud qui a trafiqué mon moulin, dit-il. C'est encore ces électriciens. Je vais leur chanter Marceau quand ils descendront, les vaches. » Tout en grommelant, il manipulait les commandes pour amener l'image en plan général. C'est ainsi qu'il vit entrer, par le bas de l'écran, une main gantée qui sortait de la neige et les doigts écartés. Quand les hommes casqués revêtus de la combinaison spatiale tirèrent le cadavre hors de son linceul de neige, Finn, malgré leurs précautions, son bras droit, dressé avec sa main ouverte au bout, comme un signal, cassa. Avec les vêtements qui l'enveloppaient, il tomba comme une branche morte et se cassa encore en 4 morceaux. « Je suis désolé, dit Rochefou aux journalistes et photographes réunis dans la salle des conférences, d'avoir à vous faire part de la mort tragique de votre camarade, Juan Fernandez, photographe de la nation de Buenos Aires. Il s'est introduit clandestinement dans l'œuf, sans doute pour prendre des clichés de Coban, et le froid l'a tué avant qu'il ait eu le temps de faire 3 pas. C'est une mort atroce. Je ne saurais trop vous recommander d'être prudent. Nous ne vous cachons rien. Notre désir le plus grand est au contraire que vous sachiez tout et que vous le diffusiez partout. Je vous en prie, ne prenez plus de telles initiatives qui non seulement sont très dangereuses pour vous, mais risquent de compromettre gravement la réussite des opérations délicates dont le succès peut transformer entièrement le sort de l'humanité. » Mais un télégramme de la Nation, transmis par Trio, fit savoir que ce journal ignorait tout de Juan Fernandez et qu'il n'avait jamais fait partie de son personnel. Alors on se souvint du témoignage du caméraman, qui avait vu en gros plan l'image de l'arme. On fouilla la chambre de Fernandez. On y trouva 3 appareils photo, un américain, un tchèque et un japonais. Un émetteur radio allemand, un revolver italien. Les responsables de l'EPI et les réanimateurs se réunirent, hors de la curiosité des journalistes. Ils étaient consternés. « C'est un de ces crétins des services secrets, dit Moïsov. »« De quel service secret ? Je n'en sais rien, vous non plus. Nous ne le saurons sans doute jamais. Ils ont en commun la stupidité et l'inefficacité. Ils dépensent une ingéniosité prodigieuse pour des résultats qui ne dépassent pas le volume d'un caca de mouche. La seule chose qu'ils réussissent, c'est la catastrophe. Il faut nous protéger contre ces rats. »« Ils sont de la merde, dit Hoover en français. Ce n'est pas le même mot en russe, dit Moïsov, mais c'est la même matière. Malheureusement, je vais être obligé d'utiliser des mots moins expressifs et plus vagues, et que je n'aime guère, parce qu'ils sont prétentieux.
Mais il faut bien parler avec les mots qu'on a. Allez-y, dit Hoover, pas tant d'histoire. Ce petit Maccabée nous emmerde tous de la même façon. Je suis médecin, dit Moïsov. Vous êtes quoi? La chimie et l'électronique. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il y a tout ici. Oui, dit Moïsov. Pourtant, nous sommes tous pareils. Nous avons quelque chose en commun qui est plus fort que nos différences. C'est le besoin de connaître. Les littérateurs appellent ça l'amour de la science. Moi, j'appelle ça la curiosité. Quand elle est servie par l'intelligence, c'est la plus grande qualité de l'homme. Nous appartenons à toutes les disciplines scientifiques, à toutes les nations, à toutes les idéologies. Vous n'aimez pas que je sois un russe communiste? Je n'aime pas que vous soyez de petits capitalistes impérialistes lamentables et stupides, empêtrés dans la glu d'un passé social en train de pourrir. Mais je sais, et vous savez, que tout ça est dépassé par notre curiosité. Vous et moi, nous voulons savoir. Nous voulons connaître l'univers dans tous ses secrets, les plus grands et les plus petits. Et nous savons déjà au moins une chose, c'est que l'homme est merveilleux, et que les hommes sont pitoyables, et que chacun de notre côté, dans notre morceau de connaissance, et dans notre nationalisme misérable, c'est pour les hommes que nous travaillons. Ce qu'il y a à connaître ici est fantastique, et ce que nous pouvons en tirer pour le bien des hommes est inimaginable. Mais si nous laissons intervenir nos nations avec leur idiotie séculaire, leurs généraux, leurs ministres et leurs espions, tout est foutu. On voit bien, dit Hoover, que vous suivez les cours du soir marxistes. Vous avez toujours un discours sous la langue. Mais bien sûr, vous avez raison, vous êtes mon frère. Tu es ma petite sœur, dit-il en donnant une tape sur les fesses de Léonova. Vous êtes un gros porc ignoble, dit-elle. Permettez à l'Europe, dit Rochefou en souriant, de faire entendre sa voix. Nous avons de l'or. Celui que nous avons découpé en perçant la coque de la sphère. Près de 20 tonnes. Avec ça, nous pouvons acheter des armes et des mercenaires. Shanghai l'Africain se leva vivement. « Je suis contre les mercenaires, dit-il. Moi aussi, dit l'Allemand Henkel. Pas pour les mêmes raisons. Je pense seulement qu'ils seront pourris de salauds d'espions. Nous devons organiser nous-mêmes notre police et notre défense. Je veux dire la défense de ce qui est dans la sphère. L'arme et surtout Koban. Tant qu'il est dans le froid, il ne risque rien, mais les opérations de réanimation vont commencer. La tentation sera grande de le kidnapper avant que nous ayons pu communiquer ses connaissances à tous. Il n'y a pas une nation qui ne fera l'impossible pour s'assurer l'exclusivité de ce que contient cette tête. Les États-Unis, par exemple. Bien sûr, dit Hoover. L'URSS, Léonova bondit. L'URSS, toujours l'URSS. Pourquoi l'URSS? La Chine aussi, l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Ça, dit Rochefou souriant, même la Suisse. Des mitraillettes, des revolvers, des mines, dit Lucas. Je peux en trouver. Moi aussi, dit Henkel. Ils partirent le jour même pour l'Europe. On leur adjoignit Shanghai et Garrett, l'assistant de Hoover. Il était entendu qu'ils ne se quitteraient jamais. Ainsi, la loyauté de chacun d'eux, dont personne ne doutait, serait garantie par la présence des autres. Avec les quelques revolvers et fusils de chasse qui se trouvaient déjà à la base, on organisera un tour de garde de jour et de nuit, près de l'ascenseur et de la chambre d'Eléa. 2 hommes, techniciens ou savants, prenaient la garde à la fois, un occidental et un oriental. Ces mesures furent décidées à l'unanimité, sans discussion. Devant l'énormité de l'enjeu, personne, bien que ne doutant de personne, n'osait faire confiance à personne, pas même à soi. L'œuf, 2 projecteurs illuminent la brume. La manche à air est dirigée vers le bloc de Koban. Il se creuse, se déforme, se résorbe, disparaît comme un halo qui s'efface. Dans la salle de travail, les réanimateurs traversent un à un le sas de stérilisation, enfilent leurs blouses et leurs gants aseptiques, et nouent leurs bottes de coton. Simon n'est pas avec eux. Il est auprès d'Eléa dans la salle des conférences. Il est assis seul avec elle sur le podium. Devant lui, sur la table, le revolver qu'on lui a confié. Son regard surveille sans arrêt l'assistance. Il est prêt à défendre Eléa contre n'importe qui. Devant elle sont étalés divers objets du socle qu'elle a demandé. Elle est calme, immobile, les boucles de ses cheveux bruns aux reflets d'or sont comme une mer apaisée. Elle a mis les vêtements trouvés dans le socle. Elle a posé sur ses hanches 4 rectangles mordorés, de cette matière soyeuse qui ressemble à de l'étoffe fine, fluide et lourde. Il retombe jusqu'à ses genoux et quand elle marche, il se recouvre et se découvre, découvre la peau et la recouvre, comme des ailes, comme de l'eau mouvante au soleil. Elle a enroulé autour de son buste une longue bande de la même couleur qui moule sa taille et ses épaules
et laisse deviner sous l'étoffe les seins libres comme des oiseaux. Tout cela tient par un nœud, une boucle, un passage en dessus-dessous par un miracle. C'est à la fois très compliqué et simple, et si naturel qu'on pourrait penser qu'elle a dû naître avec, et que tous ceux et celles qui l'ont vue entrer et s'asseoir ont eu l'affreuse impression d'être vêtus avec des sacs de farine. Elle a accepté de répondre à toutes les questions. C'est la première des séances de travail destinées à renseigner les hommes aujourd'hui sur les hommes d'avant-hier. Le visage d'Eléa est glacé, ses yeux semblent des portes ouvertes sur la nuit. Elle se tait. Son silence a gagné toute l'assistance et se prolonge. Hoover fait un bruit énorme avec sa gorge. dit-il. Eh bien, si on commençait. Le mieux serait de commencer par le commencement. Si vous nous disiez d'abord qui vous êtes, votre âge, votre métier, situation de famille, etc. en quelques mots. 1000 mètres plus bas, l'homme nu a perdu sa carapace transparente et atteint une température qui permet de le transporter. Dans la brume brillante, 4 hommes boudinés de rouge, bottés, casqués de sphères de plastique, 4 hommes lents, s'approchent de lui et se placent de part et d'autre de son socle. À la porte de l'œuf, 2 hommes veillent, mitraillette en main. Les 4 hommes dans la brume se baissent, glissent sous l'homme nu, leurs mains gantées de fourrure, de cuir et d'amiante, et attendent. Devant l'écran du poste de la salle de travail, Forster, attentif, regarde leur image. Ils sont prêts. Il commande. « Be careful. Softly. 1, 2, 3, hop !» En 4 langues différentes, l'ordre arrive en même temps dans les quatre casques sphériques. Les 4 hommes se redressent lentement. Une lueur bleue fulgurante, 1000 fois plus puissante que celle des projecteurs, éclate sous leurs pieds, leur brûle les yeux, emplit l'œuf comme une explosion, jaillit par la porte ouverte, envahit la sphère, monte dans le puits comme un geyser, puis s'éteint. Il n'y a eu aucun bruit, ce n'était qu'une lumière. Sur le sol de l'œuf, la neige n'est plus bleue. Le moteur, qui depuis l'éternité fabriquait du froid pour maintenir intacts les 2 êtres vivants qu'on lui avait confiés, à la seconde même où on lui a ôté sa dernière raison d'être, s'est arrêté ou s'est détruit. « Je suis Eléa, dit Eléa. Mon numéro est 3 19 07 91, et voici ma clé. » Elle montre sa main droite, les doigts repliés, le majeur dégagé et courbé pour faire ressortir le chaton de sa bague en forme de pyramide tronquée. Elle semble hésiter, puis demande « Vous n'avez pas de clé ?»« Bien sûr que si, » dit Simon, mais je crains que ce ne soit pas la même chose. Il sort son trousseau de sa poche, l'agite et le pose devant Eléa. Elle le regarde sans y toucher, avec une sorte d'inquiétude mêlée d'incompréhension, puis fait un geste qui, aux yeux de tous, signifie « Après tout, peu importe » et elle passe à la suite. « Je suis née dans l'abri de 5e profondeur, 2 ans après la 3e guerre. »« Quoi ?» dit Léonova. « Quelle guerre? Entre qui et qui? Où était votre pays? Qui était l'ennemi ?» Les questions fusent de tous les points de la salle. Simon se dresse furieux. Eléa met ses mains sur ses oreilles, grimace de douleur et arrache l'écouteur. « C'est parfait, c'est très bien, vous avez réussi, dit Simon. Il tend sa main ouverte vers Eléa, elle y pose l'écouteur. Il fait signe à Léonova. « Venez, dit-il. » Léonova monte sur le podium. Elle prend un grand globe terrestre posé sur le parquet et le pose sur la table. « Vous savez bien qu'Eléa ne sait pas manipuler l'isolateur, dit Simon au savant. Elle reçoit toutes vos questions à la fois. Vous le savez, nous l'avions prévu. Si vous ne pouvez pas respecter un peu de discipline, je serai obligé, en tant que médecin, responsable, d'interdire ces séances. Je vous demande de laisser Madame Léonova parler pour vous tous et poser les premières questions. Puis un autre prendra sa place, et ainsi de suite. D'accord ? Tu as raison, garçon, dit Hoover. Vas-y, vas-y. Qu'elle parle pour nous tous, la chère colombe. Simon se retourne vers Eléa et, dans sa main ouverte, lui tend l'écouteur. Eléa reste un instant immobile, puis elle prend l'écouteur et le glisse dans son oreille. L'homme est étendu sur la table opératoire. Il est encore nu. Les médecins, les techniciens masqués s'affairent autour de lui, fixent sur lui des électrodes, les bracelets, les brassards, les jambières, tous les contacts qui le relient aux appareils. Des coussins sont placés sous le bras droit, à demi soulevés, encore raides, comme du fer, et dont le majeur porte la même bague qu'Eléa. Vanouk, avec des précautions de nourrice, enveloppe dans des paquets de coton le précieux sexe dressé en oblique. Malgré ses soins, il a brisé une mèche de poils frisés. Il jure aux Hollandais. La traductrice se tait. « Ça ne fait rien, dit Zabrek. Ça repoussera. » Tandis que le reste...
« Regardez, dit tout à coup Moïsov. Il désigne un point de la paroi abdominale. « Et là, la poitrine, et là, le biceps gauche. Merde, dit le beau. » Et Léa regarde le globe et le fait tourner avec perplexité. On dirait qu'elle ne le reconnaît pas. Sans doute les conventions géographiques de son temps n'étaient-elles pas les mêmes que les nôtres. Les océans bleus, peut-être ne comprend-elle pas ce qu'ils représentent. Si sur les cartes de son époque, ils figuraient par exemple en rouge ou en blanc. Peut-être le nord était-il en bas au lieu d'être en haut, ou bien à gauche ou à droite. Eléa hésite, réfléchit, tend le bras, fait tourner le globe, et sur son visage on devine qu'elle le reconnaît enfin, et qu'elle voit aussi la différence. Elle saisit le globe par le pied et le fait basculer. Comme ça, dit-elle. Il était comme ça. Malgré leurs promesses, les savants ne peuvent retenir des exclamations étouffées. Lanson a dirigé le canon d'une caméra vers le globe, et son image s'inscrit maintenant sur le grand écran. Le globe déséquilibré par Eléa a toujours son nord en haut et son sud en bas, mais ils sont décalés de près de 40 degrés. Olofsson, le géographe danois, exulte. Il avait toujours soutenu la théorie si controversée d'un basculement du globe terrestre. Il en avait apporté des preuves multiples qu'on lui réfutait une à une. Il le plaçait plutôt dans l'histoire de la Terre, il le supposait moins important. Mais ce sont là des détails. Il a raison. Plus besoin de preuves discutables, il a un témoin. Un doigt d'Eléa se pose sur le continent antarctique et sa voix dit « Gondawa ». Sur le globe que Leonova maintient dans la position qu'Eléa lui a donnée, Gondawa occupe une place à mi-chemin du pôle et de l'équateur, en pleine zone tempérée, chaude, presque tropicale. Voilà qui explique cette flore exubérante, ces oiseaux de feu trouvés dans la glace. Un cataclysme brutal a fait tourner la Terre sur un axe équatorial, bousculant les climats en quelques heures, peut-être en quelques minutes, brûlant ce qui était froid, glaçant ce qui était chaud et submergeant les continents de masse énorme, d'eau océane arrachée à leur inertie. « Enisorai, Enisorai, dit Eléa. Elle cherche sur le globe quelque chose qu'elle ne trouve pas. « Enisorai, Enisorai. » Elle fait tourner le globe entre les mains de Leonova. La grande image du globe tourne sur l'écran. « Enisorai, c'est l'ennemi !» Toute la salle regarde sur le grand écran tourner l'image où Eléa cherche et ne trouve pas. « Enisorai, Enisorai. » Ah ! L'image s'arrête. Les deux Amériques occupent l'écran. Mais le basculement du globe les a mises dans une position étrange. Elles se sont inclinées, celle du nord vers le bas, celle du sud vers le haut. « Là, dit Eléa, là, il manque... » Sa main apparaît dans l'image, tenant un traceur que lui a donné Simon. Le feutre du traceur se pose à l'extrémité du Canada, passe par Terre-Neuve, laissant derrière lui un large trait rouge qui s'avance jusqu'au milieu de l'Atlantique, et va rejoindre, par un dessin accidenté, l'Amérique du Sud, à la pointe la plus avancée du Brésil. Puis, Eléa couvre de hachures rouges tout l'espace compris entre son trait et les côtes, comblant l'immense golfe qui sépare les deux Amériques. Elle fait de ces dernières un seul continent massif, dont le ventre emplit la moitié de l'Atlantique Nord. Elle laisse tomber le traceur, pose sa main sur la Grande Amérique qu'elle vient de créer et elle dit « Enisorai ». Leonova a posé le globe. Une houle d'excitation remue de nouveau la salle. Comment une telle brèche a-t-elle pu s'ouvrir dans ce continent? Est-ce le même cataclysme qui a provoqué l'effondrement de l'Enisorai central et le basculement de la Terre? À toutes ces questions, Eléa répond « Je ne sais pas. Koban sait. Koban craignait. C'est pourquoi il a fait construire l'abri où vous nous avez trouvés. Koban craignait quoi? Je ne sais pas. Koban sait. Mais je peux vous montrer. » Elle tend la main vers les objets posés devant elle. Elle choisit un cercle d'or, le prend à deux mains, l'élève au-dessus de sa tête et le coiffe. Deux petites plaques s'appliquent à ses tempes. Une autre recouvre son front au-dessus de ses yeux. Elle prend un deuxième cercle. « Simon, dit-elle. » Il se tourne vers elle. Elle le coiffe du second cercle et d'un geste du pouce abaisse la plaque frontale qui vient masquer les yeux du jeune médecin. « Calme, dit-elle. » Elle pose ses coudes sur la table et met sa tête entre ses mains. Sa plaque frontale est restée relevée. Elle ferme lentement ses paupières sur ses yeux de nuit. Tous les regards, toutes les caméras sont braquées sur Eléa et Simon assis côte à côte. Elle accoudée à sa table, lui droit sur sa chaise. Le dos appuyé au dossier. Les yeux bouchés par la plaque d'or. Le silence est tel qu'on entendrait tomber un flocon de neige. Et tout à coup Simon a un haut-le-corps.
On le voit porter ses mains ouvertes devant lui, comme s'il voulait s'assurer de la réalité de quelque chose. Il se dresse lentement, il chuchote quelques mots que la traductrice répète en chuchotant. « Je vois, j'entends. » Il crie. « Je vois, c'est l'Apocalypse, une plaine immense, brûlée vive, vitrifiée. Des armées tombent du ciel, des armes crachent la mort et les détruisent. Il en tombe encore. Comme 1000 nuages de criquets. Il fouille le sol, il s'enfonce, la plaine s'ouvre en deux. D'un bout à l'autre de l'horizon, le sol se soulève et retombe. Les armées sont broyées. Quelque chose sort de terre, quelque chose d'immense. Une machine monstrueuse, une plaine de verre et d'acier. Elle se sépare de la terre, s'élève, s'envole, se développe, s'épanouit. Elle emplit le ciel. Ah! Un visage me cache le ciel. Il est tout près de moi. Il se penche sur moi, il me regarde. C'est un visage d'homme. Ses yeux sont pleins de désespoir. « Païkan » gémit Eléa. Sa tête glisse dans ses mains, son torse s'abat sur la table. La vision disparaît dans le cerveau de Simon. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai des trucs à faire. Donc là, je suis rendue, du coup, à la page 195. Bonne soirée!